Je m'appelle Anna J. Hauer, j'ai 21 ans, et le jour où mes parents m'ont poursuivi en justice pour avoir acheté ma propre maison, c'est le jour où j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment eu de famille, seulement des attentes auxquelles j'étais censé me conformer. Je venais de rentrer du magasin de bricolage, mes mains encore poussiéreuses de travaux de cloison sèche, quand tout a changé. La maison n'était pas encore parfaite. C'était toujours un travail en cours, mais c'était la mienne. Chaque mur, chaque égratignure, chaque amélioration venait d'années d'économie, de planification et de refus de dépendre de quiconque. 6 mois plus tôt, j'avais signé les papiers moi-même. Aucun co-signataire, aucune aide, aucun filet de sécurité, juste moi. J'ai posé le sac près de la porte quand j'ai entendu des pas derrière moi. Anna J. Hauer ? Je me suis retourné. Un homme en costume se tenait sur mon porche, l'expression neutre, presque ennuyée. Oui. Il m'a tendu une enveloppe. Vous avez été signifié. Juste comme ça. Pas d'explication, pas d'hésitation. Il est parti comme s'il n'avait pas juste fait exploser quelque chose au milieu de ma vie. Je suis resté là, tenant l'enveloppe, mes doigts se serrant sur les bords, comme si cela pouvait en quelque sorte la rendre moins réelle. Elle avait l'air officielle, lourde, importante, dangereuse. Je l'ai ouverte lentement, puis j'ai lu, puis j'ai relu, puis je l'ai lu une 3e fois parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Patricia et Daniel Hauer contre Anna J. Hauer. Mes parents, mes propres parents, me poursuivaient en justice. Les mots se sont brouillés au début, puis ils se sont aiguisés en quelque chose de presque surréaliste, enrichissement sans cause, fraude, manquement au devoir familial, ingérence dans l'opportunité économique. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Traduit, cela signifiait quelque chose d'encore plus absurde, ils me poursuivaient en justice parce que j'avais réussi. Ils prétendaient que j'avais saboté ma sœur aînée, que j'avais pris des opportunités qui auraient dû être les siennes, que la maison que j'avais achetée avec mon propre argent lui appartenait. Je me suis assise lentement sur les marches du porche, le papier toujours entre mes mains, mon esprit essayant de rattraper la réalité. Mon téléphone a commencé à sonner. Bien sûr. Maman, j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, ma voix déjà tendue. Sa réponse est venue instantanément, sèche et défensive. Ne me parle surtout pas comme ça. C'est toi qui nous as attaqués en justice. Tu ne nous as pas laissé le choix. Pas le choix. Les mots ont résonné étrangement. Tu as été égoïste, a-t-elle continué, cruel envers ta sœur. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Égoïste, ai-je dit. J'ai eu 3 emplois pendant mes études pendant que vous payiez son école privée. J'ai entendu du mouvement à l'autre bout. Puis la voix de mon père. Anna, écoute attentivement. Cela va se faire. Tu peux soit régler à l'amiable, soit nous allons au tribunal. Régler quoi, ai-je demandé. Que ai-je fait exactement? Tu sais exactement ce que tu as fait, a-t-il claqué. Tu as bâti ta petite entreprise en utilisant les relations familiales. J'ai regardé ma cour. Relations, ai-je répété. Nous sommes de la classe moyenne. Quelle relation? Tu as saboté ta sœur, a-t-il dit, sa voix montant. Chaque fois qu'elle essayait de construire quelque chose, tu la minais. Je lui ai offert mon aide, ai-je dit, ma voix maintenant ferme. Je lui ai offert de lui apprendre à planifier. Elle m'a dit que je voyais trop petit. Ma mère a repris. Tu as volé son avenir, Anna. Cette maison devrait être la sienne, a-t-elle continué. Cette vie devrait être la sienne. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma sœur, perçante, émotive. C'est ma maison, a-t-elle crié. Elle a volé ma vie. J'ai fermé les yeux. Elle avait 25 ans, vivait à la maison, et d'une manière ou d'une autre, ma vie était la sienne. Je n'ai rien volé, ai-je dit calmement. Je l'ai construite. Avec l'aide de la famille, a-t-elle claqué. Grand-mère t'a donné de l'argent. Grand-mère est décédée il y a 6 ans, ai-je dit. Elle nous a laissé la même chose à toutes les deux, $2000. Menteuse, a-t-elle rétorqué. Tu as eu plus. Tu devais avoir plus. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a basculé. Pas de colère, pas encore. De la clarté. J'en ai assez de cette conversation, ai-je dit. Vous allez avoir de nos nouvelles par notre avocat,
a averti mon père. Je serai prête. Tu dois quelque chose à cette famille. Non, ai-je dit, ma voix ferme maintenant. Je ne vous dois rien. Il y a eu un silence. Puis, un clic. Ils ont raccroché. Je suis restée assise longtemps après cela, le soleil descendant lentement, le papier toujours à la main. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cessé d'essayer de les comprendre. Au lieu de cela, j'ai commencé à me préparer à les combattre. Si quelqu'un m'avait demandé ce matin-là si je croyais que mes parents étaient capables de m'emmener au tribunal pour ma propre maison, j'aurais probablement ri. Non pas parce que c'étaient de bonnes personnes, non pas parce qu'ils avaient toujours été justes, mais parce que même pour eux, cela semblait fou. Mais si j'étais honnête, ce procès n'était pas apparu de nulle part. Il se construisait depuis des années, silencieusement, de manière prévisible, comme une fissure dans le verre qui continue de se propager longtemps après le premier impact. J'ai appelé mon meilleur ami Marcus ce soir-là parce que j'avais besoin d'entendre une voix sensée avant de perdre la tête. Mes parents me poursuivent en justice pour 250 000 $, ai-je dit dès qu'il a répondu. Il y a eu une pause. Puis, quoi? Je lui ai tout raconté, les papiers, les accusations, la partie où il voulait que ma maison soit transférée à ma sœur en restitution des opportunités que j'avais soi-disant volées. C'est dément, a-t-il dit platement. Peuvent-ils vraiment faire ça? Ils peuvent déposer plainte, ai-je dit. Gagner est une autre question. C'est à cause de ta sœur, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Il s'était toujours agi d'elle. Ma sœur aînée, Claire, était le genre de personne que mes parents décrivaient comme pleine de potentiel, peu importe le nombre de fois où elle se heurtait au même mur. Elle était émotive, agitée, toujours à la poursuite d'une nouvelle version de la réussite qui ne durait jamais assez longtemps pour devenir réelle. Et dans notre maison, cela n'était pas traité comme de l'irresponsabilité. C'était traité comme du génie que le monde ne parvenait pas à reconnaître. J'étais l'opposé. J'étais celle qui s'adaptait, celle qui trouvait des solutions, celle qui se faisait dire non et qui, d'une manière ou d'une autre, le transformait en plan. J'avais 14 ans lorsque j'ai compris pour la première fois à quel point nous étions élevés différemment. J'avais besoin de 20 $ pour un club de robotique scolaire, rien de dramatique, juste des frais. Papa m'a regardé par-dessus le journal et a dit, « L'argent ne pousse pas sur les arbres, Anna. Si tu le veux, gagne-le. » La même semaine, Claire a reçu 500 $ pour un camp d'entrepreneuriat auquel elle avait supplié d'assister pendant 3 jours avant de perdre tout intérêt. Elle est rentrée avec un sac fourre-tout, un carnet qu'elle n'a jamais ouvert, et un discours sur le fait qu'elle était destinée à construire quelque chose de grand. J'ai commencé à tondre des pelouses ce samedi-là. À la fin de l'été, j'avais économisé 800 $. Claire avait dépensé ses 500 $ en plats à emporter, en vêtements et en articles divers du centre commercial. Personne n'a appelé cela irresponsable. Ils ont appelé cela de l'énergie juvénile. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont donné un vélo d'occasion qu'ils avaient trouvé sur Craigslist. Je les ai remerciés comme si c'était le plus beau cadeau du monde parce qu'à ce moment-là, la gratitude était devenue une compétence de survie. 2 mois plus tard, Claire a eu 16 ans. Ils lui ont acheté une voiture flambant neuve. Pas une voiture sensée, pas quelque chose de pratique, une voiture brillante et chère dont il prétendait qu'elle avait besoin pour ses opportunités futures. Elle ne l'a jamais utilisée pour autre chose que d'aller à des fêtes et de faire le show sur les parkings de l'école. Elle l'a accidentée avant l'obtention de son diplôme. Ils lui en ont acheté une autre. J'ai continué à rouler à vélo jusqu'à mes 18 ans et j'ai acheté ma propre vieille Civic avec l'argent que j'avais économisé en donnant des cours et en réparant des ordinateurs. C'était le rythme de notre famille. Claire avait besoin, je me débrouillais. Claire rêvait, je travaillais. Claire échouait. On s'attendait à ce que je ne remarque pas. L'université a empiré les choses. Claire est entrée dans un programme d'affaires privées que mes parents pouvaient à peine se permettre, et cela n'a fait que les rendre plus fiers. Ils lui ont organisé une grande fête, avec traiteur, décoration, discours sur son brillant avenir. Je me souviens encore d'être resté dans le coin, tenant une assiette en carton, écoutant des parents louer son ambition comme si l'ambition seule était un accomplissement. 1 an plus tard, j'ai obtenu une bourse d'études complète pour une université d'État. Frais de scolarité couverts, logement couvert, livres presque couverts, ai-je dit à mes parents pendant le dîner. Papa a hoché la tête une fois et a dit, c'est bien. Maman m'a envoyé un SMS le lendemain.
Félicitations, ma chérie. C'était tout. Pas de dîner, pas de célébration, pas de discours, juste la supposition silencieuse que bien sûr j'avais trouvé la solution. Bien sûr je n'avais besoin de rien. Bien sûr je continuerais à me débrouiller seul. Et je l'ai fait. J'ai eu 3 emplois à l'université, support informatique sur le campus, tutorat privé le soir, conception web en freelance le week-end. J'ai moins dormi que je n'aurais dû, mal mangé, compté chaque dollar, obtenu mon diplôme avec un bon GPA, des économies à la banque, et 0 dette. Claire a obtenu son diplôme avec des prêts, des excuses, et la même confiance éclatante qui survivait toujours à l'échec. Quand elle est rentrée chez elle, mes parents ont dit que le marché du travail était brutal. Quand elle a dilapidé de l'argent, ils ont dit que l'entrepreneuriat exigeait des risques. Quand elle a échoué, ils ont traité cela comme la preuve que le monde l'avait d'abord fait échouer. Au moment où j'avais 20 ans et que je bâtissais discrètement ma propre entreprise la nuit, je comprenais déjà quelque chose que j'avais passé des années à essayer de ne pas dire à voix haute. Mes parents ne nous aimaient pas différemment. Ils croyaient en nous différemment. Claire était la fille dans laquelle ils investissaient. J'étais la fille dont ils s'attendaient à ce qu'elle survive sans investissement. Alors, quand j'ai relu ces documents de procès cette nuit-là, le vrai choc n'était pas qu'ils essayaient de me prendre quelque chose. C'était qu'ils avaient enfin cessé de faire semblant de ne pas le faire. Au moment où j'avais 20 ans, j'avais cessé d'attendre que quelqu'un remarque ce que je construisais. Non pas par amertume, mais par habitude. J'ai lancé mon entreprise discrètement. Pas d'annonce, pas de grands moments, juste de la recherche, des essais et erreurs, et une volonté d'échouer en privé jusqu'à ce que quelque chose fonctionne. J'ai d'abord vendu de petits accessoires technologiques en ligne, coques de téléphone, câbles, supports d'ordinateur portable. Rien de glamour, juste des produits dont les gens avaient réellement besoin. J'ai passé 6 mois à étudier les fournisseurs, les modèles de prix, la logistique d'expédition. J'ai fait des erreurs au début, perdu de l'argent, les ai corrigées, et j'ai continué. Chaque dollar que je gagnais, je le réinvestissais. Chaque soir après le travail, je travaillais de nouveau. Les journées de 18 heures sont devenues normales. Il n'y avait pas d'applaudissements, pas d'encouragement, juste des progrès. À la fin de ma première année, j'avais réalisé 45 000 $ de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, de chiffre d'affaires. 12 000 $ sont réellement restés sur mon compte après les dépenses. Ce n'était pas énorme, mais c'était réel. C'était à moi. Je n'ai pas célébré. J'ai réinvesti. Pendant que je bâtissais quelque chose de lent et stable, Claire en était à sa 2e tentative d'entreprise. La première avait été un concept de boutique alimentaire. Mes parents lui avaient donné 45 000 $ pour se lancer correctement. Elle en a dépensé la majeure partie en images de marque, en équipement et en une installation flashy qui avait l'air impressionnante mais n'avait aucune structure derrière elle. Elle n'a jamais recherché les permis, n'a jamais étudié le marché, a choisi un emplacement terrible. 3 mois plus tard, cela s'est effondré. Le système est truqué, a dit ma mère. La ville rend la tâche impossible aux petites entreprises, a ajouté mon père. Personne n'a demandé pourquoi d'autres entreprises de la même zone fonctionnaient toujours. L'idée suivante est venue plus vite, la crypto. 30 000 $ cette fois. Claire a suivi des influenceurs, regardé des vidéos, parlé de synchroniser le marché. Elle a tout perdu en 6 semaines. Le marché est imprévisible, a dit mon père. Ce n'est pas de sa faute, a ajouté ma mère. À ce moment-là, j'avais cessé de réagir. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais déjà comment l'histoire allait se terminer. Claire échouerait. Mes parents l'expliqueraient, et d'une manière ou d'une autre, ce ne serait jamais sa responsabilité. Mon entreprise a continué de croître. Lentement, discrètement, de manière prévisible. À 21 ans, j'ai dépassé 180 000 $ de chiffre d'affaires annuel, 65 000 $ de bénéfices. J'ai quitté mon emploi de jour et j'ai tout misé. C'est à ce moment-là que tout a basculé pour moi. Pas émotionnellement, mais pratiquement. Je ne survivais plus. Je construisais quelque chose de réel. C'est là que j'ai trouvé la maison. Elle n'était pas parfaite, loin de là. 140 000 $ pour un logement à rénover que la plupart des gens laissaient tomber. Intérieur désuet, murs endommagés, vieux luminaires,
une longue liste de problèmes qui effrayaient les acheteurs à la recherche de quelque chose de facile. Mais je n'avais pas besoin de facilité. J'avais besoin de possible. J'ai versé 20%, 28 000 $ que j'avais économisés pendant des années de travail, de sacrifices et en disant non à des choses auxquelles la plupart des gens de mon âge ne pensaient pas à deux fois. Puis je me suis mis au travail. 4 mois de rénovation, de tutoriels YouTube, d'essais et erreurs, de longues journées couvertes de poussière et de peinture, réparant des choses que je n'avais jamais touchées auparavant, apprenant tout à la dure. Quand j'ai finalement emménagé, elle ne ressemblait pas à une maison de rêve, mais elle en avait l'air parce que chaque centimètre carré avait été gagné. Mes parents sont venus la voir une fois. Juste une fois. Mon père a traversé la pièce lentement, les mains dans les poches, tout balayant du regard comme s'il cherchait quelque chose à critiquer. Ce doit être agréable, a-t-il dit finalement, avoir de la chance avec le timing. Chance. C'était son explication. Pas les années de travail, pas les nuits où je n'ai pas dormi, pas les risques que j'ai pris sans plan de secours. Juste la chance. Ma mère a hoché la tête en accord comme si cela réglait tout. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte du salon, les bras croisés. « Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui ne se transformerait pas en autre chose, quelque chose de tordu, quelque chose qui finirait toujours par faire de moi le problème. C'était 3 semaines avant le procès. 3 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma réussite passe de quelque chose qu'ils ignoraient à quelque chose dont ils se sentaient en droit de profiter. Je me suis assise dans mon salon ce soir-là, les documents légaux étalés sur la table devant moi, et pour la première fois je ne me suis pas sentie confuse. Je me suis sentie préparée parce qu'au fond, j'avais toujours su que ce moment viendrait. Peut-être pas comme ça, pas un procès, pas cette extrémité, mais j'avais toujours su qu'un jour la différence entre moi et Claire ne serait pas seulement ignorée. Elle serait remise en question, et maintenant elle l'était. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable, cherché des avocats, et j'ai arrêté de faire défiler au moment où j'ai trouvé un nom, Blackwell et Associés. Leur critique était brutale de la meilleure façon possible. Ils ne se contentent pas de gagner, disait l'une, ils font regretter à la partie adverse d'avoir déposé plainte. J'ai pris mon téléphone, composé le numéro, laissé un message. Mes parents me poursuivent en justice parce que j'ai mieux réussi que ma sœur, ai-je dit. Je veux me battre et je veux qu'ils le regrettent. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à exactement 8 heures. Anna J.O.R. a dit une voix calme. C'est David Blackwell. Racontez-moi tout. Alors je l'ai fait. Tout. Les années, l'argent, le favoritisme, le procès. Quand j'ai eu fini, il y a eu une brève pause, puis c'est l'une des affaires les plus infondées que j'ai vues en 20 ans, a-t-il dit. J'ai laissé échapper un souffle. Donc ils ne peuvent pas gagner ? Non, a-t-il dit simplement, ils n'ont aucun fondement juridique. Une autre pause. Mais laissez-moi vous demander quelque chose, a-t-il ajouté, voulez-vous simplement gagner, ou voulez-vous faire une déclaration ? Je n'ai pas hésité. Quel genre de déclaration ? Nous contre-attaquons, a-t-il dit, abus de procédure, détresse émotionnelle, frais juridiques. Nous allons rendre cela coûteux, nous allons rendre cela douloureux, nous allons nous assurer qu'ils ne tenteront plus jamais rien de tel. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant le plafond. Pendant des années, j'avais tout pris tranquillement, m'étais adapté, avais avancé, laissé passer les choses. Cette fois, je ne voulais pas laisser passer. Faisons une déclaration, ai-je dit. Il y a eu une petite pause, puis j'ai pu l'entendre dans sa voix, l'approbation. Bien, a-t-il dit, alors nous commençons aujourd'hui. Et pour la première fois depuis mes 14 ans, je ne me contentais pas de survivre à ce que ma famille me faisait. Je ripostais. Dès le moment où j'ai engagé Blackwell, tout a basculé. Pas émotionnellement, stratégiquement. Pour la première fois, je ne réagissais pas à ma famille, je me préparais à elle. Blackwell n'a pas perdu de temps. Documentation, a-t-il dit, tout ce que vous avez, revenus, dépenses, déclarations fiscales, communication. S'ils allèguent la fraude, nous les enterrons sous les faits. C'est ce que j'ai fait. Cette année de dossier, chaque emploi que j'ai eu, chaque dollar que j'ai gagné, chaque document commercial, relevé bancaire, reçu, contrat. Mais ce n'était pas la partie la plus difficile. C'était le modèle.
Une fois que j'ai tout mis côte à côte, le contraste est devenu impossible à ignorer. Claire, plus de 100 000 $ de mes parents pour des entreprises ratées, plus le soutien universitaire. Moi, zéro. Pas même une petite aide, pas même un filet de sécurité, juste l'attente. J'ai construit une chronologie complète. 47 pages, froide, propre, indéniable. Quand je l'ai envoyé à Blackwell, il m'a appelé dans les 10 minutes. C'est parfait, a-t-il dit. Cela ne vous défend pas seulement, cela les détruit. Bien, ai-je répondu, et je le pensais. 2 semaines plus tard, la contre-plainte a été déposée. J'étais à la maison en train d'emballer des commandes quand mon téléphone a sonné. Ils ont été signifiés, a dit Blackwell, il y a environ 1 heure. J'ai fait une pause. Comment l'ont-ils pris? Votre mère a appelé mon bureau en hurlant, a-t-il dit calmement. Votre père a exigé de me parler. J'ai refusé. J'ai laissé échapper un lent soupir. Que se passe-t-il maintenant? La découverte, a-t-il dit. Nous posons des questions sous serment, nous les obligeons à prouver leurs allégations. Et ils ne peuvent pas? Non, a-t-il dit, ils ne peuvent pas. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. 17 appels manqués, 12 de ma mère, 3 de mon père, 2 de Claire. J'ai écouté un message vocal. Justin. Anna, comment as-tu pu nous faire ça, a pleuré ma mère. Nous sommes tes parents. Tu attaques ta propre famille. C'est de l'abus. J'ai supprimé le reste car pour la première fois, j'ai compris quelque chose clairement. Ils ne voulaient pas de résolution, ils voulaient reprendre le contrôle, et je ne le leur donnais pas. Claire a envoyé un SMS d'un nouveau numéro. Tu es dégoûtante. J'espère que tu es heureuse de détruire cette famille. J. Elle est bloquée. Papa a envoyé un SMS ensuite. C'est allé trop loin. Laisse tomber ta contre-demande et nous laisserons tomber la nôtre. Soyons adultes. J'ai regardé le message un instant, puis j'ai répondu. Vous m'avez poursuivi en justice en premier. Je vais finir ça. Pas de réponse. Le lendemain, Marcus est venu avec des pizzas et des bières. Ta famille est folle en ligne, a-t-il dit en sortant son téléphone. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ai-je répondu. Je sais, c'est pour ça que je te montre. Ma mère avait publié un long message, sur un ton émotif, soigneusement écrit pour la faire passer pour la victime. Brisé ne commence pas à décrire ce que nous ressentons. Nous avons essayé de guider notre fille. Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Des centaines de commentaires, certains favorables, d'autres non. Marcus a fait défiler. Regarde ça. Un commentaire a attiré l'attention. Tante Rachel, n'as-tu pas financé les entreprises et l'éducation de Claire? Qu'est-ce qu'Anna a obtenu? Pas de réponse de ma mère. Un autre, oncle Jim, donc tu as tout donné à une fille et maintenant tu poursuis l'autre en justice pour avoir réussi? Également ignoré. Claire avait aussi posté. Plus court, plus agressif. Ma sœur poursuit nos parents parce qu'ils lui ont demandé de m'aider. J'ai fait des erreurs, bien sûr, mais la famille se soutient. C'est ce que fait la cupidité. Les commentaires étaient partagés, certains la défendaient, d'autres posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Combien d'argent tes parents t'ont-ils donné? Pourquoi ta sœur te doit-elle quoi que ce soit? Qu'a-t-elle fait de mal exactement? Claire n'a répondu à aucun d'eux. Ils essaient de contrôler le récit, a dit Marcus. Ils le font toujours, ai-je répondu. Mon téléphone a sonné de nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu. Anna, c'est tante Rachel. Sa voix était calme, différente. J'ai vu le message de ta mère, a-t-elle dit. Je voulais entendre ta version. Alors je lui ai tout raconté, le procès, l'argent, les années de déséquilibre. Le silence de son côté s'est étiré plus longtemps cette fois. Puis je suis tellement désolé, a-t-elle dit doucement. Je savais qu'il favorisait Claire, mais pas à ce point. La plupart des gens ne le savaient pas, ai-je dit. Pour ce que ça vaut, a-t-elle ajouté, je suis de ton côté, et je l'ai dit à ta mère. J'ai fermé les yeux un instant. Merci. Après l'appel, Marcus m'a regardé. Tu as des gens qui te soutiennent. Quelques-uns, ai-je dit. Suffisamment, a-t-il répondu.
3 semaines plus tard, la phase suivante a commencé, les dépositions. Blackwell m'a appelé la veille au soir. Demain, nous interrogerons vos parents sous serment, a-t-il dit. Restez calme, ne réagissez pas, laissez-moi gérer. Je le ferai, ai-je dit. Le lendemain matin, nous étions assis dans une salle de conférence, mes parents de l'autre côté de la table, leur avocat à leur côté. Pour la première fois, ils n'avaient pas l'air confiants, ils avaient l'air mal à l'aise. La greffière les a fait prêter serment, puis Blackwell a commencé. Des questions simples, des réponses claires. Combien d'argent avez-vous donné à Claire pour ses entreprises? Pause. Approximativement 100 000 $. Combien avez-vous donné à Anna? Silence. 0. Combien avez-vous contribué à l'éducation de Claire? Une autre pause. Plus de 200 000 $, y compris les prêts. Et Anna? 0. Blackwell a légèrement hoché la tête. Pouvez-vous fournir des preuves qu'Anna a saboté les entreprises de Claire? Ma mère a hésité. Elle a refusé d'aider. Est-elle légalement obligée d'aider? Silence. Claire a-t-elle déjà aidé Anna? Pas de réponse. Avez-vous des preuves de sabotage? Et Claire nous l'a dit. Blackwell s'est légèrement penché en arrière. Donc, toute votre affaire est basée sur l'opinion de votre autre fille. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Oui. À la fin, tout s'était effondré sous serment, sans qu'il soit possible de revenir en arrière. Quand ce fut le tour de mon père, ce fut pire. Plus de colère, même fait, aucune défense. Quand ils ont quitté la pièce, ils n'avaient plus l'air d'avoir une affaire. Ils avaient l'air d'avoir commis une erreur qu'ils ne pouvaient pas annuler. Blackwell s'est tourné vers moi. Ça, a-t-il dit calmement, c'est ce à quoi ressemble la victoire avant le procès. Et pour la première fois, je l'ai cru. La semaine suivante, nous avons interrogé Claire. Si le témoignage de mes parents avait fissuré leur affaire, celui de Claire l'a détruite. Elle est arrivée en retard, vêtue de quelque chose qui essayait trop d'avoir l'air professionnel, comme si la confiance pouvait être simulée avec la bonne tenue. Son expression était déjà défensive avant que Blackwell ne pose une seule question. Cela m'a tout dit. Blackwell a commencé simplement. Parlons de votre première entreprise. Le concept alimentaire, pourquoi a-t-il échoué? Claire s'est penchée en avant, se lançant immédiatement dans un discours. Les réglementations, a-t-elle dit. Les permis. Le système est conçu pour écraser les petits entrepreneurs. Blackwell a hoché la tête une fois. Avez-vous recherché ces réglementations avant de commencer? Pause. Je savais qu'il y aurait des défis. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a-t-il dit calmement. Les avez-vous recherchés? Oui ou non? Non. Aviez-vous un plan d'affaires? J'avais une vision. Ce n'est pas un plan d'affaires. Il a fait glisser un document sur la table. 17 entreprises alimentaires ont fonctionné avec succès dans votre région pendant cette même période. Elles ont fait face aux mêmes réglementations. Pourquoi ont-elles réussi et pas vous? La mâchoire de Claire s'est serrée. Elles avaient probablement plus de ressources. Vous aviez 45 000 $ de capital de démarrage, a dit Blackwell. Plus que la plupart. Silence. Passons à autre chose. La crypto. 30 000 $ perdus en 6 semaines. Votre stratégie, a demandé Blackwell. J'ai suivi les tendances du marché, a-t-elle dit rapidement. Des experts en ligne. Avez-vous vérifié les qualifications de ces experts? Ils avaient des millions de vues. Une pause. Même la greffière semblait retenir une réaction. Les vues ne sont pas des qualifications, a dit Blackwell. Claire s'est agitée sur sa chaise. Ensuite, a-t-il poursuivi, tournant une page. L'entreprise de conseil, 25 000 $. Loyer de bureau, image de marque, marketing. Claire s'est légèrement redressée, comme si celle-ci était plus importante. Je construisais une fondation. 100 clients, a-t-il demandé. Cela prend du temps. Êtes-vous fermé en 4 mois? Encore le silence. Puis il a posé la question vers laquelle tout convergeait. Mademoiselle Ware, vous affirmez que votre sœur a saboté votre réussite. Comment? Elle a refusé de m'aider,
a immédiatement dit Claire. Avez-vous demandé de l'aide? J'ai parlé de mes idées. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a dit Blackwell. Lui avez-vous explicitement demandé de l'aide? Oui ou non? Claire a hésité. Non. Donc, votre sœur vous a saboté en ne vous offrant pas une aide que vous n'avez jamais demandée? Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne, a-t-elle claqué. La famille devrait aider sans qu'on le lui demande. Blackwell n'a pas réagi. Avez-vous aidé votre sœur avec son entreprise? Silence. Avez-vous offert votre aide? Rien. Lui avez-vous même posé des questions sur son entreprise? Claire a baissé les yeux. Je ne me souviens pas. Parce que vous ne l'avez pas fait, a-t-il dit. Son visage a rougi. Elle avait des avantages, a marmonné Claire. Blackwell a fait une pause. Comme quoi? Elle est plus intelligente, a dit Claire, la frustration s'infiltrant dans sa voix. Elle a toujours mieux réussi à l'école. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Donc, votre allégation, a dit Blackwell lentement, est que votre sœur avait un avantage injuste parce qu'elle travaillait plus dur et avait de meilleurs résultats scolaires? Ce n'est pas ce que j'ai. Elle a eu 3 emplois à l'université, a-t-il continué. Vous non. Elle a bâti une entreprise à partir de zéro. Vous avez reçu plus de $100 000 de financement. Quelle partie de cela était plus facile pour elle? Claire s'est légèrement reculée de la table. Vous déformez cela. Puis il a posé la question finale. Dans votre plainte, vous affirmez que la maison de votre sœur devrait vous être transférée. Pourquoi? Claire n'a pas hésité cette fois parce qu'elle y croyait. Parce qu'elle aurait dû être la mienne, a-t-elle dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Blackwell s'est légèrement penché en avant. Pourquoi aurait-elle dû être la vôtre? Parce que je suis l'aîné, a-t-elle dit, sa voix montant. Je suis censé avoir la vie qu'elle a. C'était destiné à être à moi. C'était ça. Pas de stratégie, pas de preuve, pas même de justification. Juste un sentiment de droit, pur, non filtré, sans excuse. Blackwell a fermé son dossier. Merci, a-t-il dit calmement. C'est tout ce dont j'ai besoin. Claire s'est levée immédiatement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Et, c'est ridicule, a-t-elle claqué. Vous êtes tous contre moi. Son avocat n'a même pas essayé de l'arrêter cette fois. Elle est sortie. Et juste comme ça, l'affaire était terminée. Pas officiellement, pas encore. Mais en réalité, il ne leur restait rien sur quoi se tenir. Après qu'elle soit partie, Blackwell m'a regardé. C'était, a-t-il dit, presque impressionné, un cadeau. Comment ça, ai-je demandé. Elle vient d'admettre sous serment qu'elle estime avoir droit à votre vie simplement parce qu'elle est l'aînée, a-t-il dit. Aucun juge ne va se ranger de ce côté. Que se passe-t-il maintenant? Il s'est penché en arrière sur sa chaise. Maintenant, nous attendons. Il a fait une pause. Mais honnêtement, je ne pense pas que cela ira au procès. Pourquoi? Parce que leur avocat sait qu'ils ont déjà perdu. 3 jours plus tard, il avait raison. 3 jours après la déposition de Claire, Blackwell m'a appelé. Ils veulent régler, a-t-il dit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sachant déjà ce que cela signifiait. Qu'est-ce qu'ils offrent? Ils abandonneront leur procès, a-t-il dit. Nous abandonnons le nôtre. On repart à zéro. Je n'y ai même pas réfléchi. Non. Il y a eu une brève pause. C'est agressif, a-t-il dit. Ils m'ont poursuivi en justice, ai-je répondu. Ils ont essayé de me prendre ma maison. Je veux un jugement. Une autre pause. Puis, d'accord, a-t-il dit. Je leur ferai savoir. Le changement a été immédiat. Le désespoir. Mes parents ont recommencé à appeler, à envoyer des messages, des emails, des messages vocaux qui oscillaient sauvagement entre la culpabilité et l'urgence. Cela déchire la famille. Réfléchis à ce que tu fais. Nous pouvons arranger ça. Non. Il ne pouvait pas. Plus maintenant. Blackwell me tenait informé. Il propose maintenant de payer vos frais juridiques, a-t-il dit quelques jours plus tard. Le montant total.
Combien? Environ 18 000 $. Non, ai-je répété. Vous êtes sûr? Je ne veux pas de leur argent, ai-je dit. Je veux que ce soit enregistré. C'était la différence. Il ne s'agissait pas de compensation. Il s'agissait de la vérité. Le procès était fixé pour 4 semaines. 4 semaines de pression. 4 semaines de silence. 4 semaines de réalisation à quel point ils iraient loin pour éviter de faire face à ce qu'ils avaient fait. Marcus est venu 2 jours avant le procès. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé. C'est ta famille. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils m'ont poursuivi, ai-je dit. Et si cela les ruine? A-t-il insisté. Financièrement, socialement? Je l'ai regardé. Ils ont pris cette décision quand ils ont déposé la plainte. Il n'a plus argumenté après cela. Le jour du procès est arrivé rapidement. J'ai porté un tailleur bleu marine que j'avais acheté spécifiquement pour l'occasion, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour me rappeler qui j'étais en entrant. Pas la fille qu'ils avaient élevée, mais la femme que j'étais devenue sans eux. Le palais de justice semblait plus lourd que je ne l'avais imaginé. Sol en marbre, écho dans le couloir, tout était plus bruyant que nécessaire. Blackwell m'a retrouvé devant la salle d'audience. Prête, a-t-il demandé. Oui. Restez calme. Laissez-moi parler. J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés. Mes parents étaient déjà là. Ils avaient l'air différents. Plus petits. Pas physiquement, mais émotionnellement. Ma mère n'a pas voulu croiser mon regard. Mon père avait l'air en colère, mais cela semblait forcé. Claire était assise derrière eux, les bras croisés, me regardant comme si j'étais toujours quelque chose qu'elle pouvait prendre. La juge est entrée. La juge Hernandez. Elle n'a pas perdu de temps. J'ai examiné les dépositions, a-t-elle dit, regardant directement l'avocat de mes parents. Cette affaire soulève des préoccupations immédiates. Leur avocat s'est agité sur sa chaise. Votre honneur, les plaignants croient. Je ne demande pas ce qu'ils croient, a-t-elle interrompu. Je demande quelles preuves ils ont. Silence. Elle a continué. Les plaignants ont donné à une fille plus de 300 000 $ de soutien. Ils n'ont rien donné à l'autre. Cette fille a réussi de manière indépendante. Maintenant, ils la poursuivent en justice pour cette réussite. Ses yeux se sont posés sur mes parents. Est-ce exact? Personne n'a répondu parce qu'il ne pouvait pas. Blackwell s'est levé. Votre honneur, nous demandons le rejet et un jugement en notre faveur sur notre contre-demande. La juge a légèrement hoché la tête. Accordé. Juste comme ça. Pas de longue dispute, pas de processus prolongé. Terminé. Elle a continué à parler, son ton maintenant sec. Ce procès n'a aucun fondement juridique. C'est un abus du système judiciaire. Il n'aurait jamais dû être déposé. Ma mère a essayé de se lever. Votre honneur, nous voulions juste. Asseyez-vous, a dit fermement la juge. Silence. Puis est venue la partie importante. Le tribunal ordonne aux plaignants de payer les frais juridiques des défendeurs d'un montant de 18 400 $. Une inspiration brusque de ma mère. De plus, a poursuivi la juge, une amende de 5 000 $ sera imposée pour avoir déposé une plainte frivole. La tête de mon père est tombée. Claire a fixé le sol. Et ce jugement, a ajouté la juge, sera inscrit au registre public. C'était la vraie conséquence. Pas l'argent, mais le registre. Permanent, indéniable. Vous n'êtes pas puni pour avoir aimé votre fille, a dit calmement la juge. Vous êtes puni pour avoir tenté de prendre à l'autre. Puis, nous ajournons. Le marteau a frappé. Et juste comme ça, c'était fini. Claire s'est levée la première. C'est une blague, a-t-elle claqué. Elle m'a saboté. Partez, a dit froidement la juge. Claire est sortie en trombe. Mes parents n'ont pas bougé un instant. Puis lentement, ils se sont levés, sans me regarder, sans rien dire, juste en partant. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas dit un mot parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Dehors, Blackwell m'a serré la main. C'était décisif, a-t-il dit.
Comment vous sentez-vous? A demandé Marcus quand il m'a rencontré dans le couloir. J'y ai réfléchi. Tout. Les années, la pression, le moment où tout s'est brisé. Libre, ai-je dit. Et pour la première fois, je le pensais. Les retombées sont venues vite, plus vite que je ne l'avais imaginé. Le soir même, Claire a posté. Le système est cassé. Ma sœur a utilisé l'argent et les avocats pour détruire notre famille. Voilà à quoi ressemble la cupidité. Les commentaires n'étaient pas ce à quoi elle s'attendait. Mais n'est-ce pas vous qui l'avez poursuivi en premier? Vous avez perdu parce que vous n'aviez pas de dossier. Peut-être assumer vos responsabilités. Le message a disparu en moins d'1 heure. Ma mère a essayé ensuite, plus long, plus émotif. Nous avons perdu au tribunal aujourd'hui, non pas parce que nous avions tort, mais parce que le système favorise ceux qui ont de l'argent. Nous voulions seulement enseigner à notre fille les valeurs familiales. Celui-là a duré encore moins longtemps. Les gens n'y croyaient plus parce que pour la première fois la vérité était publique et ils ne pouvaient pas la réécrire. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Rachel. Tes parents ont des problèmes, a-t-elle dit. Quel genre? Ils ont refinancé leur maison 2 fois pour financer Claire. Entre cela et le jugement, ils sont proches de tout perdre. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ce n'est pas mon problème. Je sais, a-t-elle dit doucement. Prépare-toi juste. Ils pourraient essayer de revenir vers toi. Ils l'ont fait, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. 1 semaine plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. Claire se tenait là. Elle avait l'air différente, pas soignée, pas confiante, juste fatiguée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée lentement, regardant autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Que veux-tu, ai-je demandé. Elle ne s'est pas assise. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. J'ai failli rire. Bien sûr. Je suis sérieuse, a-t-elle ajouté rapidement. Maman et papa ont des difficultés. Nous pourrions perdre la maison. Je vis dans ma voiture la moitié du temps. J'ai croisé les bras. Et alors? Et j'ai besoin d'argent. C'était ça. Toujours la même chose, un ton différent, la même attente. Tu m'as poursuivi en justice, ai-je dit calmement. Tu as essayé de me prendre cette maison. J'étais en colère, a-t-elle dit. Tu étais en droit, ai-je corrigé. Elle a tressailli. J'ai fait des erreurs, a-t-elle dit. Tu as fait des choix, ai-je répondu, répétitivement. Le silence a rempli la pièce. Tu ne vas vraiment pas aider, a-t-elle demandé finalement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois je n'ai pas vu ma sœur. J'ai vu quelqu'un qui avait passé toute sa vie à éviter les conséquences. Et maintenant, elle n'avait plus aucun moyen de leur échapper. Non, ai-je dit. Son visage s'est légèrement durci. Alors c'est tout? Tu vas juste nous laisser tout perdre? Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Je ne vous ai juste pas arrêté. Elle m'a regardé une longue seconde, puis s'est retournée et est sortie. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai attendu la culpabilité, le doute, quelque chose. Rien n'est venu, juste le calme. 2 mois plus tard, ils ont déposé le bilan, ont perdu leur maison, ont déménagé dans un petit appartement, tous les 3. La même famille qui avait décidé autrefois ce que je devais sacrifier, traitant maintenant de ce qu'ils avaient créé. J'ai eu des nouvelles par tante Rachel. Certains parents m'ont blâmé, ont dit que j'étais froide, que la famille devrait rester unie. D'autres non, ont dit que c'était inévitable, que c'était attendu depuis longtemps. Je n'ai répondu à rien de tout cela parce que pour la première fois, leurs opinions ne me définissaient pas. J'ai continué à construire. Mon entreprise a grandi, 250 000 $ de chiffre d'affaires, puis plus. J'ai embauché mon premier employé, j'ai développé, j'ai avancé, et en chemin, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Daniel. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage. Il construisait sa propre entreprise, intelligent, terre à accent grave terre, le genre de personne qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté.
Ils t'ont poursuivi en justice, a-t-il demandé, stupéfait. Oui. Pour avoir réussi? Plus ou moins. Il a secoué lentement la tête. Ce n'est pas normal. Je sais. Tu leur parles? Non. Il a hoché la tête une fois. Bien. Pas de jugement, pas de pression, juste de la compréhension. C'était nouveau. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de mon père. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Nous avions tort. C'était la première ligne. Pas d'excuses, pas de justification, juste tort. Il a tout écrit, le favoritisme, les décisions, le procès, comment ils avaient confondu soutien et contrôle, comment ils m'avaient ressenti pour avoir réussi sans eux, comment ils l'avaient enfin compris. Je n'attends pas le pardon, a-t-il écrit. Je veux juste que tu saches que tu avais raison. Je l'ai lu 2 fois, puis l'ai plié et rangé. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela ne réparait rien. Pas encore. 2 ans plus tard, j'ai revu Claire, par accident, dans un café. Elle avait l'air plus mince, plus calme, travaillant dans un magasin, sans confiance, sans illusion, juste la réalité. Elle s'est approchée lentement. Je ne suis pas ici pour de l'argent, a-t-elle dit immédiatement. J'ai failli sourire. Progrès. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais tort, a-t-elle continué, à propos de tout. Je pensais que tu m'avais pris quelque chose, mais je n'ai jamais rien construit pour commencer. Cela a eu un impact parce que c'était la première chose honnête qu'elle avait jamais dite. J'ai suivi une thérapie, a-t-elle ajouté, travaillant, apprenant, recommençant. Je l'ai étudiée. Ce n'était pas la même personne, ou du moins pas le même état d'esprit. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Je n'attends rien d'autre. Elle s'est levée, est partie, et cette fois elle n'a rien demandé. Cela comptait beaucoup. Ce soir-là, Daniel m'a demandé comment je me sentais. Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être un jour. Il a hoché la tête. Il y a une différence entre le pardon et l'accès, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. 1 an plus tard, mon entreprise a dépassé un demi-million. Daniel a emménagé. Nous avons construit quelque chose de stable, de sain, de réel. Et un soir, debout dans la maison que j'avais achetée, rénovée et protégée, j'ai réalisé quelque chose. Le procès n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question d'identité. Ils pensaient que ma vie leur appartenait, et quand j'ai prouvé le contraire, ils ont quand même essayé de la prendre. Mais à la fin, ils n'ont pas perdu parce que je me suis défendu. Ils ont perdu parce que j'ai cessé de leur donner le contrôle, et c'était quelque chose qu'aucun tribunal ne pouvait jamais me donner.